La BCE qui, semble-t-il, est en train d'accélérer la fin de ses programmes de rachat d'actifs. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Il faut, encore une fois, être précis, parce que là, on ne parle pas du plan d'urgence pandémique, Charles, hein, qui est censé arriver à échéance le mois prochain. Ça, c'est une réalité, on le sait. Il est question d'un programme de rachat d'actifs qui est préexistant, encore une fois, à la crise, où on rachète, où la BCE rachète des obligations d'État et d'entreprise. C'est le programme APP, donc qui existait avant. Et tout porte à croire, quand on lit entre les lignes de ce que nous a dit le gouverneur Villeroy de Galhau et Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire de la BCE ces dernières heures, que la BCE, a priori, pourrait très bien, devrait, a priori, cesser tout rachat d'actifs, quel que soit le programme, le PEPP, le plan d'urgence pandémique, pardon, il y a beaucoup d'acronymes, et l'Asset Purchase Programme, l'APP, en octobre. C'est ça? Est-ce que je résume un peu la situation ou est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Je crois que vous avez bien compris et je crois que nous avons tous bien compris à peu près la même chose et nous sommes tous en train de faire de l'exégèse de paroles de membres du directoire ou de membres de la BCE. Alors pour le moment c'est pas fait. Ça pose de vraies questions. Alors le PEPP effectivement, il y en a beaucoup on va dire le programme d'urgence pour lutter contre la pandémie, c'est une chose, et c'était effectivement un programme lié uniquement à la pandémie que nous avons affrontée, mais comme vous le disiez très justement, David, depuis en fait la crise de 2010, il y avait un programme préexistant, plus ou moins activé, entre des rachats d'actifs allant de 15 à 80 milliards d'euros par mois, et donc ces rachats d'actifs étaient notamment concentré sur les dettes souveraines des États européens afin de faire baisser les taux d'intérêt, les taux d'emprunt des États. Et donc je pense évidemment à l'Italie, à l'Espagne, à tous les pays dits méditerranéens, ou plus vulgairement les PIGS, qui est l'acronyme anglais pour désigner Portugal, Italie, Grèce, Espagne. Espagne. Et donc, si vous voulez, le problème qui va se poser, c'est est-ce que en arrêtant ce programme APP de rachat d'actifs spécifiquement ciblé sur les obligations souveraines, est-ce qu'on va avoir une augmentation significative des taux d'intérêt d'emprunt des États, ou est-ce que les États vont trouver sur le marché suffisamment d'investisseurs pour investir à relativement bas prix sur les dettes souveraines de pays très endettés en sortie de crise pandémique. Et là, je dois vous avouer qu'il y a une immense interrogation de tous les observateurs, de tous les analystes, de tous les économistes, et évidemment, encore plus grave, une immense interrogation des marchés. Oui, et c'est ce fameux écart de taux, ce spread de taux entre la dette, les taux d'intérêt sur la dette allemande et la dette italienne. Et c'est vrai que cette perspective de fin des achats total, j'ai envie de dire, de la part de la BCE, c'est pas sans conséquence sur les taux italiens, puisqu'on voit les taux italiens qui se tendent au-delà de 2%, alors qu'on a eu ces dernières heures plutôt un léger repli au niveau des taux sur le Bund allemand. Donc sans vouloir être trop sombre, évidemment, on verra ce qui va se passer, ne préjugeons de rien, mais il y a ce risque, encore une fois, d'un nouvel écart entre les conditions de financement des pays de la zone euro, entre les pays du Nord et les pays du Sud, et donc des tensions peut-être à venir sur les taux d'intérêt, sur la dette souveraine italienne ou encore grecque. C'est ce qui pourrait arriver, encore une fois, on ne le souhaite pas, bien sûr. On ne le souhaite pas, mais c'est la véritable interrogation. Alors, je pense que les marchés, l'analyse que moi je peux en faire comme ça, de manière assez intuitive, parce que pour le moment, encore une fois, on est sur de l'exégèse de paroles de banquiers centraux. Il n'y a rien d'officiel pour le moment. On en saura plus lors de la réunion du 10 mars de la BCE. Absolument, David. Donc, pour le moment, encore une fois, on n'a pas la parole officielle de Christine Lagarde, mais la parole officielle de membres du directoire. Donc c'est quand même. C'est pas le fruit du hasard. On se dit que si distille quelques informations, à mon avis. Mais justement, je pense que c'est aussi des ballons d'essai pour voir comment les marchés réagissent. Est-ce que les marchés sont prêts à entendre, sont prêts à gérer? Donc la question, c'est est-ce que les marchés vont crier avant d'avoir mal, et est-ce qu'ils vont crier très très fort avant d'avoir mal, ou est-ce que on a une possibilité de normaliser un peu beaucoup? Donc là, on est vraiment dans de la communication qui, à mon avis, est de la communication ciselée, qui est du ballon d'essai. On distille l'idée qu'on pourrait arrêter plus rapidement que prévu un certain nombre de programmes, que l'on pourrait normaliser la politique monétaire, y compris sur les rachats d'actifs, sur les taux d'intérêt, mais aussi sur les rachats d'actifs, et avant les taux d'intérêt, peut-être même d'ailleurs encore plus sur les rachats d'actifs.
C'est la même chose que nous avons aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y a une différence. C'est-à-dire qu'au moment où vous parlez d'une réduction des rachats d'actifs de la Fed aux États-Unis, vous avez des plans d'investissement avec du déficit budgétaire américain qui prend, entre guillemets, un petit peu la relève. En tout cas, pour les injections dans le système monétaire. Là, sur la sortie de crise et de programmes de rachat d'actifs européens, on n'a pas de dépenses prévues par les États. On a même plutôt, au contraire, une pression qui commence à être mise sur les États pour revenir à des déficits et à des niveaux de déficit plus raisonnables pour ceux qui sont allés un petit peu trop loin, et dont la France d'ailleurs fait partie. La Cour des comptes a alerté, etc., etc. Donc on est vraiment la sortie de crise aujourd'hui pandémique va être extrêmement difficile à gérer pour la Banque centrale européenne, parce qu'on a évidemment, contrairement aux États-Unis où on a une nation unique avec un taux unique, on a une hétérogénéité des économies européennes, et donc là évidemment on se retrouve à nouveau dans une fragilité. Alors attention David, autre élément que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est le MES. Donc n'oubliez pas que depuis la crise de 2008, 2009, 2010, 2011, là, qui avait duré des années, d'abord la crise financière, Lehman Brothers, crise boursière, crise bancaire, puis après crise en Europe et crise des dettes souveraines, souvenez-vous de la Grèce, des craintes après sur l'Italie et sur l'Espagne. Et donc, à l'issue de cette crise-là, on s'était Il y avait le MES, le mécanisme européen de stabilité. Donc vous voyez, ça remonte loin. Qu'on peut activer encore aujourd'hui ? Oui, David, on peut l'activer encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même un certain nombre d'outils. Et donc, est-ce que nous n'allons pas passer d'un outil à un autre en cas de besoin, tout en sachant que là, la différence, elle serait énorme. C'est-à-dire que dans le premier cas, quand vous faites des rachats d'actifs, politiquement, les rachats d'actifs que vous faites ne s'accompagnent pas de mesures que vous devez prendre en tant que pays qui ont bénéficié. Donc aujourd'hui, l'Italie se fait racheter une part importante de ses dettes souveraines, mais l'Italie n'a aucune contrainte de la part de la Banque centrale européenne ou de la part de l'Union européenne en échange de ces rachats d'actifs. Quand vous activez le MES, vous avez des aides et des rachats de dettes souveraines, mais en revanche, ça s'accompagne évidemment d'une forme, non pas de mise sous tutelle, ce serait un bien grand mot très désagréable à l'oreille de certains, mais en tout cas, ça s'accompagne de contreparties très importantes qui sont exigées de la part de la BCE et de la part de l'Union européenne. Et donc, je pense que tout l'enjeu, ça va être ça. Juste une petite question, parce que c'est intéressant, Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, qui dit le risque d'agir trop tard a augmenté pour la BCE. Est-ce qu'elle n'a pas un peu raison? Et c'est vrai qu'il y a peut-être une fenêtre de tir aujourd'hui pour accélérer encore une fois la sortie de son QE et potentiellement relever les taux, ou après prendre le risque d'être trop en retard, ou au contraire que la croissance pique du nez parce qu'il y a de l'inflation et que les conditions soient plus compliquées dans quelques mois pour elle. Alors moi, je crois, David, qu'on nous faisons face. Alors moi, j'ai une vision, on va dire assez hétérodoxe et assez différente de l'inflation. Je pense que pour la première fois, on n'est pas du tout sur un phénomène inflationniste monétaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, alors même qu'on a fait énormément de création monétaire. Donc on pourrait penser que c'est la création monétaire qui entraîne l'inflation. Je pense que pour la première fois, en fait, c'est pas tant monétaire, l'inflation à laquelle nous sommes confrontés, qu'une véritable tension sur les ressources, sur l'offre. Charles, je vous coupe, mais l'inflation sous-jacente en zone euro, c'est 2,5, donc il n'y a pas péril dans la demeure. Mais c'est pour ça que je pense que au fond, si vous voulez, l'augmentation des taux ou les rachats d'actifs, c'est pas ça qui va jouer sur l'inflation aujourd'hui, ou de manière assez marginale. On ne luttera pas contre l'inflation aujourd'hui de manière monétaire en augmentant les taux. Au contraire, si on a un problème d'offre, en augmentant, ça va même être, c'est presque contre-intuitif, si on augmente le coût du crédit... donc ça serait une erreur alors de relever les taux et de réduire... Moi, je pense que c'est une erreur énorme. Je pense que c'est une erreur énorme. Et donc on laisse l'inflation dériver alors? Oui, mais en fait on n'a pas tellement le choix. Si on relève les taux aujourd'hui, on va renchérir le coût des investissements et donc on va empêcher la nouvelle offre d'arriver pour justement faire baisser les prix. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la tension offre
limitation de ressources, limitation de capacité d'extraction pétrolière, baisse des investissements de manière très importante dans l'industrie pétrolière, donc renchérissement du coût de l'énergie. Aujourd'hui, vous n'allez pas renchérir le coût de l'énergie, vous n'allez pas baisser le coût de l'énergie en augmentant les taux d'intérêt, sans déclencher une récession. Alors, si vous déclenchez une récession forte, vous faites baisser la demande. Donc là, effectivement, vous allez faire baisser les prix et baisser l'inflation. Mais faire envoler le chômage, et ce n'est pas non plus l'objectif. Donc, ce qu'on retient en tout cas, Charles, et on aura un accord, je pense, là-dessus, c'est qu'il y a une accélération du tempo de la BCE. Il y a des ballons d'essai qui sont envoyés par le gouverneur de la Banque de France, par Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, pour faire comprendre qu'effectivement, que sur les programmes de rachat d'actifs, il pourrait s'arrêter peut-être un peu plus vite que ce qui a été annoncé il y a encore un mois ou deux. Mais ce qui est encore une fois, en revanche, compréhensible, dans la mesure où ça ne peut pas être l'open bar et le mode no limit tout le temps pour tout le monde en permanence. Donc évidemment, il faut revenir à une politique monétaire qui est plus raisonnable. Donc en ce sens-là, je comprends tout à fait la logique de la BCE. Je ne crois pas qu'il faut avoir peur d'agir trop tard. En revanche, il va falloir que la BCE effectivement agisse et donc notamment pour pousser certains pays impécunieux dans leur gestion des finances publiques, à plus de mesures, à être plus raisonnable, parce qu'effectivement, sinon, les divergences de gestion entre les différents pays vont continuer à grandir, et là, par contre, on a un vrai risque de crise de la zone euro. Il faut surveiller l'écart de spread, l'écart de taux entre la dette souveraine italienne et la dette souveraine allemande. On sent que c'est en train de se tendre, en tout cas. Merci beaucoup. Oui, c'est ce qu'il faut regarder. C'est ce qu'il faut regarder, vous avez raison, David. C'est exactement le paramètre qu'il faut garder à l'œil en permanence. Explication signée et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles. Merci David. Au revoir.